Chapitre 9. Le vocabulaire de l'ultime succès. Le mot juste est un agent très puissant. Lorsqu'on trouve l'un de ces mots qui conviennent parfaitement. L'effet produit est en physique que spirituel et incroyablement rapide. Mark Twain. Les mots. On les a utilisés pour faire rire ou pleurer. Ils peuvent blesser ou guérir, apporter l'espoir ou la désolation. Les mots nous permettent d'exprimer nos plus nobles intentions et nos désirs les plus profonds. Dans l'histoire de l'humanité, nos plus grands penseurs et hommes d'État se sont servis du pouvoir des mots pour transformer nos émotions, nous gagner à leur cause et façonner le cours du destin. S'ils sont source d'émotions, les mots portent aussi à l'action. Et la réussite de notre vie dépend de nos actions. Lorsque Patrick Henry, l'un des artisans de la guerre de l'indépendance des États-Unis, a proclamé devant ses collègues délégués: « Je ne sais pas quels sont les ordres que les autres peuvent prendre mais, quant à moi, c'est la liberté ou la mort. » Ces paroles ont déclenché une ferveur qui a poussé les premiers Américains à s'engager dans la lutte contre la tyrannie qui les opprimait depuis si longtemps. Le riche héritage que les Américains ont reçu et la liberté dont ils jouissent aux États-Unis, ils les doivent aux hommes qui ont choisi les mots qui devaient façonner les actions des générations à venir. Dans le cours des grands événements humains, lorsqu'un peuple doit dissoudre les liens politiques qui les attachent à un autre. Cette simple déclaration d'indépendance, cette suite de mots, est devenue le creuset du changement pour une nation tout entière. Bien entendu, l'effet des mots ne se fait pas sentir uniquement aux États-Unis. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la survie même de la Grande-Bretagne était en jeu, les mots d'un homme ont aidé à mobiliser la volonté du peuple anglais. On a déjà dit de Winston Churchill qu'il avait le talent exceptionnel de lancer le peuple anglais dans la bataille. Son célèbre appel à tous les Anglais d'en faire leur heure la plus glorieuse a fait naître chez eux un courage incomparable qui a réussi à briser les illusions de Hitler sur l'invincibilité de sa machine de guerre. La plupart des croyances tiennent dans les mots et peuvent être modifiées par des mots. Aux États-Unis, la notion d'égalité raciale a certes été forgée par des actes courageux. Mais ces actes étaient inspirés par des mots passionnés. Qui pourrait oublier le vibrant appel de Martin Luther King lorsqu'il a exprimé sa vision? I have a dream. Je fais le rêve qu'un jour cette nation se soulèvera et vivra l'essence même de ses croyances. Bon nombre d'entre nous sommes conscients du rôle capital qu'ont joué les mots dans notre histoire et du pouvoir qu'ont les grands orateurs de nous émouvoir. Mais rares sont ceux qui ont conscience de la faculté que leur donne l'utilisation de ces mêmes mots pour s'émouvoir et se dépasser, pour enhardir et fortifier leur esprit, pour se motiver à agir et enrichir le merveilleux don de la vie. En choisissant judicieusement nos mots pour décrire l'expérience de notre vie, nous pouvons intensifier toutes nos émotions, même les plus dynamisantes. En les choisissant mal cependant, ils peuvent nous anéantir sûrement et rapidement. La plupart du temps, nous choisissons inconsciemment les mots que nous utilisons. Nous sommes comme des somnambules qui marchent aveuglément dans un labyrinthe de possibilités. Prenez conscience du pouvoir que vous procurent les mots lorsque vous les choisissez judicieusement. Quels donc que ces simples symboles? Nous transformons les formes que nous nommons les lettres, ou les sons, dans le cas de la parole, en une riche mosaïque d'expériences. Les mots sont le véhicule qui nous permet d'exprimer notre réalité et de la partager avec ceux qui nous entourent. Cependant, la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte que les mots que nous utilisons couramment influent aussi sur la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes et par conséquent, sur la façon dont nous communiquons notre expérience. Les mots peuvent blesser notre amour-propre ou enflammer nos cœurs. Nous pouvons passer d'un état émotionnel à l'autre simplement en choisissant d'autres mots pour nous décrire ce que nous ressentons. Cependant, si nous ne savons pas les maîtriser et laissons leur choix à une habitude inconsciente, nous risquons d'appauvrir grandement notre expérience de la vie. Si vous employez une expression banale comme assez bien pour décrire une expérience merveilleuse, la pauvreté de votre vocabulaire lui fera perdre sa riche texture et son relief exceptionnel. Les personnes dont le vocabulaire est limité appauvrissent leur vie émotionnelle. Les personnes dont le vocabulaire est riche disposent d'une grande diversité de termes pour décrire leurs expériences, non seulement aux autres, mais aussi à elles-mêmes. Pour la plupart des gens, ce n'est pas l'étendue du vocabulaire qu'ils comprennent consciemment qui les influence le plus, mais plutôt les mots qu'ils choisissent d'employer. Les mots sont souvent pour nous des raccourcis. Malheureusement, ces raccourcis nous lèsent émotionnellement. Pour prendre en charge notre vie, nous devons évaluer consciemment notre vocabulaire usuel, l'améliorer et faire en sorte qu'il nous guide dans la bonne direction et non dans une voie que nous souhaitons éviter.
Nous devons nous rendre compte que la langue contient une foule de mots qui, en plus de leur sens littéral, expriment une intensité émotionnelle particulière. Ainsi, par exemple, si vous prenez l'habitude de dire que vous détestez quelque chose, vous détestez vos cheveux. Vous détestez votre travail. Vous détestez faire quelque chose, ne croyez-vous pas que cette habitude pourrait accroître l'intensité de vos états émotionnels négatifs beaucoup plus que si vous utilisiez une phrase comme je préfère autre chose? L'emploi de mots chargés d'émotions peut transformer comme par magie votre état d'esprit ou celui d'une autre personne. Pensez au mot chevalerie. Ce mot évoque-t-il des images différentes dont l'impact est plus fort que celui de mots comme politesse ou courtoisie? Pour moi, oui. Le nom chevalerie me fait penser à un preux chevalier sur son cheval blanc se portant à la défense d'une damoiselle aux cheveux de jais. Il évoque la noblesse de l'âme, une grande table ronde autour de laquelle prennent place des hommes d'honneur, toute l'éthique chevaleresque. En quelques mots, il évoque la grandeur de la cour du roi Arthur. Comparez les mots impeccable ou intégrité avec bienfait et honnêteté. Les mots recherche de l'excellence expriment certainement plus d'intensité qu'essayer d'améliorer les choses. J'ai observé pendant des années la différence que peut faire la substitution d'un seul mot lorsqu'on communique avec quelqu'un. Et j'ai remarqué comment ce seul mot change instantanément ce que les gens ressentent et souvent la façon dont ils se comportent par la suite. Après avoir travaillé avec des centaines de milliers de personnes, je puis vous assurer que je suis convaincu d'une chose qui, à première vue, peut sembler difficile à croire. En changeant simplement votre vocabulaire usuel, les mots que vous utilisez systématiquement pour décrire vos émotions, vous pouvez modifier instantanément votre façon de penser, vos sentiments et votre façon de vivre. J'ai eu cette intuition il y a plusieurs années lors d'une réunion d'affaires. J'étais avec deux hommes. Le premier était un ancien PDG de l'une de mes sociétés et l'autre un associé à tous deux et un bon ami. Au milieu de la réunion, nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Un homme avec lequel nous avions engagé des négociations essayait de nous arnaquer. Il avait trahi notre entente et semblait marquer des points. Il va sans dire que tout cela m'a mis en colère et m'a bouleversé. Mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer à quel point la réaction de mes deux collègues différait de la mienne. Le PDG était hors de lui et fulminait, tandis que mon associé semblait à peine touché par cet événement. Comment trois personnes pouvaient-elles réagir aussi différemment à une nouvelle qui aurait dû les affecter de la même manière puisque tous avaient les mêmes intérêts dans ces négociations? J'estime honnêtement que la réaction de mon PDG me semblait disproportionnée. Il ne cessait de répéter combien il était furieux et enragé. Et je voyais son visage rougir et les veines de son front et de son cou devenir de plus en plus saillantes. Il associait sans doute l'expression de la rage soit au soulagement de la douleur, soit au plaisir. Quand je lui ai demandé ce que signifiait être enragé pour lui et pourquoi il se permettait de tels débordements, il m'a répondu les dents serrées. Quand on est enragé, on est plus fort et en étant plus fort, on peut changer les choses, renverser la situation. Il considérait la rage comme une source de force qui l'aidait à surmonter sa douleur et à retrouver le plaisir de sentir qu'il maîtrisait la situation. Je me suis alors penché sur l'autre question qui me préoccupait. Pourquoi mon autre ami réagissait-il aussi calmement à la situation? Je lui ai dit, « Tu ne sembles pas très affecté par ce qui se passe. Tu n'es pas en colère ?» Et mon PDG d'ajouter, « Cela ne te rend pas furieux ?» Mon ami a répondu simplement, « Non, ce n'est pas la peine de se fâcher pour ça. » En l'entendant, je me suis rendu compte que, depuis les nombreuses années que je le connaissais, je ne l'avais jamais vu se mettre en colère. Quand je lui ai demandé ce que se fâcher signifiait pour lui, il m'a répondu, « Quand on se met en colère, on perd le contrôle. » C'est intéressant. Et que se passe-t-il quand on perd le contrôle? C'est l'autre qui gagne. On ne pouvait trouver contraste plus grand. Une personne associait la colère au plaisir d'être maître de la situation, tandis que l'autre liait cette même émotion à la douleur de perdre le contrôle. Leur comportement était le reflet de leurs croyances. Je me suis mis à examiner mes propres sensations. Qu'est-ce que je pensais de cette situation? Depuis de nombreuses années, j'ai la conviction de pouvoir faire face à n'importe quelle situation lorsque je suis en colère. Mais je sais aussi que je n'ai pas besoin d'être en colère pour y arriver. Je peux être tout aussi efficace quand je nage dans le bonheur. C'est pourquoi je n'évite pas la colère, je m'en sers lorsqu'elle se présente. Mais je ne la recherche pas, car ma force n'en dépend pas. C'était la différence dans les mots que chacun avait utilisés qui m'intéressait pour décrire cette expérience.
J'avais employé en colère et bouleversé. Mon PDG avait utilisé les mots furieux et enragé et mon ami avait répondu qu'il était un peu ennuyé. Un peu ennuyé? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis tourné vers lui et demandé: C'est vraiment tout ce que tu ressens? Tu es un peu ennuyé? Tu dois pourtant te mettre en colère de temps en temps. Pas vraiment, a-t-il répondu. Il faut quelque chose d'exceptionnel pour que cela se produise et cela n'arrive presque jamais. Te souviens-tu lorsque le fisc t'a réclamé par erreur $250 000 que tu as mis 2 ans et demi à récupérer? Cela ne t'a pas mis en colère. Et mon PDG de renchérir: Tu n'étais pas fou? Non, a répondu l'autre, cela m'a peut-être rendu un peu irritable. Irritable? C'était le mot le plus stupide que j'ai jamais entendu. Il ne me serait jamais venu à l'idée de l'utiliser pour exprimer une émotion d'une telle intensité. Comment un riche homme d'affaires pouvait-il utiliser un mot comme irritable et garder son sérieux? En fait, il ne gardait pas son sérieux. Il semblait presque s'amuser de choses qui m'auraient fait devenir fou. Je me suis demandé: si j'employais ce mot pour décrire mes émotions, comment me sentirais-je? Arriverais-je à sourire au lieu d'être tendu? Peut-être devrais-je y regarder de plus près. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai continué à être intrigué par l'idée d'utiliser le vocabulaire de mon ami pour voir l'effet qu'il produirait sur mes émotions. Que se passerait-il si je pouvais, dans un instant de colère, me tourner vers quelqu'un et lui dire: Cela m'irrite vraiment. J'en riais au seul fait d'y penser. C'était tellement ridicule. Pour m'amuser, j'ai décidé d'essayer. L'occasion s'est présentée lorsque je suis arrivé à l'hôtel après un long voyage en avion. Comme l'un de mes employés avait oublié de m'enregistrer, j'ai dû attendre entre 15 et 20 minutes à la réception, alors que j'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Le réceptionniste s'est traîné à pas de tortue jusqu'au comptoir et s'est mis à chercher mon nom dans l'ordinateur avec une lenteur qui aurait impatienté le plus patient des escargots. Sentant un peu de colère bouillir en moi, je me suis tourné vers le réceptionniste et lui ai dit: Je sais que vous n'y êtes pour rien, mais en ce moment, je suis épuisé et j'ai vraiment envie d'arriver à ma chambre au plus tôt, car je sens que si j'attends encore longtemps je risque de devenir un peu irritable. Le réceptionniste a levé les yeux vers moi, l'air un peu perplexe, et m'a souri. Je lui ai rendu son sourire. Ma colère était tombée. Le volcan émotionnel qui bouillonnait en moi s'est apaisé. Puis deux choses se sont produites. J'ai apprécié ces quelques instants auprès du réceptionniste qui, à son tour, a commencé à se montrer un peu plus empressé. Pouvais-je vraiment briser un schéma et modifier mon expérience en attachant une nouvelle étiquette à mes sensations? Était-ce à ce point facile? Quelle merveilleuse idée! Au cours de la semaine qui suivit, j'ai utilisé ce mot à maintes reprises. Je me suis rendu compte que, chaque fois que je l'employais, ce mot avait pour effet de diminuer instantanément mon intensité émotionnelle. Parfois, j'arrivais même à en rire. Sinon, ce mot mettait au moins un frein à ma colère avant qu'elle ne se transforme en rage incontrôlable. Au bout de 2 semaines, je n'avais même plus besoin de faire un effort pour l'employer, car j'en avais pris l'habitude. C'était devenu le mot que j'utilisais de préférence à tout autre pour décrire mes émotions et je me suis rendu compte que je ne me mettais plus dans un état de rage. Cet outil découvert tout à fait par hasard me fascinait de plus en plus. J'ai appris que, en changeant mon vocabulaire usuel, je pouvais transformer mon expérience. En fait, j'utilisais une technique à laquelle je devais plus tard donner le nom de vocabulaire transformationnel. Petit à petit, j'ai commencé à expérimenter d'autres mots et j'ai découvert que si je choisissais des mots assez forts, je pouvais diminuer ou augmenter instantanément l'intensité de presque toutes mes émotions. Comment ce processus fonctionne-t-il vraiment? Imaginez l'image suivante. Vos 5 sens sont la voie de transmission d'une série de sensations à votre cerveau. Celui-ci reçoit des stimuli visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs que tous vos organes sensoriels transforment en sensations internes. Ces sensations doivent ensuite être organisées en catégories. Mais comment savons-nous ce que signifient ces sons, ces images et ces autres sensations? L'un des meilleurs moyens que l'homme ait pu trouver pour déterminer rapidement la signification d'une sensation, est-ce une douleur ou un plaisir, a été de lui mettre des étiquettes. Or, ces étiquettes sont ce que vous et moi appelons des mots. Voici ce qui se passe. Toutes vos sensations vous parviennent par cette voie,
comme une sensation liquide versée à travers un bec étroit dans divers moules appelés mots. Avec notre penchant de prendre une décision rapide, nous forçons notre expérience dans un moule limitatif au lieu de chercher parmi tous les mots que nous connaissons ceux qui conviendraient le mieux. Nous prenons l'habitude d'utiliser certains mots et ceux-ci sont les moules qui façonnent et transforment notre expérience de la vie. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas évalué consciemment l'impact des mots que nous avons pris l'habitude d'employer. La difficulté est que nous commençons à exprimer systématiquement toutes nos sensations négatives en les plaçant dans des moules. Nous sommes furieux, déprimés, humiliés ou anxieux. Or, le mot choisi ne reflète pas nécessairement l'expérience vécue avec précision. À partir du moment où nous coulons notre expérience dans un moule quelconque, l'étiquette que nous lui mettons devient notre expérience. Ce qui était un peu difficile devient accablant. Ainsi, mon PDG a utilisé les adjectifs furieux, furibond, enragé. J'étais en colère ou bouleversé. Quant à mon ami, il a versé son expérience dans le moule correspondant aux termes irritable ou ennuyé. Le plus intéressant dans tout cela est que nous utilisions les mêmes séquences de mots pour décrire une multitude d'expériences frustrantes. Nous devons savoir, vous et moi, que, même si nous éprouvons tous les mêmes sensations, la façon dont nous les organisons, le moule ou mot dans lequel nous les plaçons, devient notre expérience. J'ai découvert par la suite qu'en utilisant les moules de mon ami, les mots irritables ou ennuyés, je pouvais changer instantanément l'intensité de mon expérience. Celle-ci se transformait. L'essentiel du vocabulaire transformationnel est que les mots que nous associons à notre expérience deviennent notre expérience. Ainsi, nous devons choisir consciemment les mots que nous employons pour décrire nos états émotionnels. Sans cela, nous ressentons une douleur disproportionnée à l'expérience vécue. Les mots que nous employons représentent littéralement notre expérience de la vie et ces représentations modifient nos perceptions et nos sensations. Si 3 personnes vivent la même expérience et que l'une éprouve de la rage, la deuxième de la colère et la troisième de l'irritation, il est indéniable que leurs sensations sont façonnées par la version qu'en fait chacune d'elles. Comme les mots sont l'outil de base de l'interprétation ou de la traduction, notre façon d'étiqueter notre expérience change immédiatement les sensations produites dans notre système nerveux. Nous devons être conscients que les mots ont un effet biochimique réel. Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez-vous s'il existe des mots qui peuvent susciter en vous une réaction émotionnelle particulière lorsque quelqu'un les utilise. Si quelqu'un vous fait un commentaire raciste, comment vous sentez-vous? Si quelqu'un vous lance une injure, votre état d'esprit change-t-il? Vous réagissez sans doute différemment lorsqu'on vous traite de fil de paix, et lorsqu'on va jusqu'au bout de sa phrase. Cette injure ne produit-elle pas un niveau de tension physique plus élevé que si on vous disait que vous êtes un ange? Ou un génie? Certains mots peuvent blesser profondément les gens. Lorsque j'ai interviewé le docteur Leo Buscaglia, celui-ci m'a fait part des résultats d'une étude effectuée par une université de l'Est des États-Unis vers la fin des années 50 ou du début des années 60. On demandait aux gens: comment définissez-vous le communisme? Un nombre étonnant de répondants étaient terrorisés par la question elle-même, mais rares étaient ceux qui pouvaient définir le communisme. La seule chose qu'ils savaient, c'était seulement qu'il s'agissait d'une chose terrifiante. Une femme a même répondu: je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ce serait mieux qu'il n'y en ait pas à Washington. Un homme a déclaré qu'il en savait suffisamment sur les communistes, c'est-à-dire qu'il fallait les tuer. Mais il était incapable d'expliquer ce qu'ils étaient. On ne peut nier le pouvoir des étiquettes lorsqu'il s'agit de créer des sensations et des émotions. Les mots sont le fil sur lequel nous enfilons nos expériences. Aldous Huxley. Lorsque j'ai commencé à explorer le pouvoir du vocabulaire, je me suis rendu compte que je combattais encore l'idée qu'une simple substitution de mots puisse transformer aussi radicalement notre expérience de la vie. Mais, en approfondissant mon étude du langage, j'ai découvert des faits étonnants qui m'ont permis de comprendre que les mots filtrent et transforment véritablement l'expérience. J'ai appris, par exemple, que selon l'encyclopédie Compton, la langue anglaise compte au moins 500 000 mots. D'autres sources estiment qu'elle en contient près de 750 000. De toutes les langues qui existent sur Terre, l'anglais est sans aucun doute la langue qui a le plus grand nombre de mots. L'allemand vient en deuxième place avec environ la moitié moins de mots. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est que malgré le très grand nombre de mots que nous avons à notre disposition, notre vocabulaire usuel est extrêmement limité.
Plusieurs linguistes m'ont confirmé que le vocabulaire de base de la plupart des gens était composé de 2000 à 10 000 mots. Si nous estimons que la langue anglaise contient un demi-million de mots, cela signifie que les Américains n'emploient que d'un demi à 2% des mots de la langue. Peut-on imaginer quelque chose de plus tragique? Et parmi ces mots, combien en existe-t-il pour décrire les émotions? En consultant plusieurs dictionnaires de synonymes, j'ai réussi à découvrir environ 3000 mots pour décrire les émotions humaines. Plus étonnante encore est la proportion entre les mots qui décrivent les émotions négatives et ceux qui décrivent les émotions positives. D'après mes calculs, il existe 1051 mots pour décrire les émotions positives et 2086 pour décrire les émotions négatives. Voici un exemple. J'ai trouvé 264 mots pour décrire la tristesse, des mots comme abattu, maussade, chagriné, morose, affligé, éploré, larmoyant, mélancolique, mais seulement 105 pour décrire la gaieté, dont allègre, enjoué, guilleret, enthousiaste et optimiste. Il n'est donc pas étonnant que les gens se sentent plus souvent malheureux qu'heureux. Comme je l'ai décrit au chapitre 7, lorsque les participants au séminaire That With Destiny dressent la liste des émotions qu'ils ressentent au cours d'une semaine, la majorité d'entre eux en trouvent environ une douzaine. Pourquoi? Parce que nous faisons l'expérience des mêmes émotions jour après jour. Certaines personnes sont toujours frustrées, en colère, anxieuses, effrayées ou déprimées. Cela est dû au fait qu'elles emploient constamment les mêmes mots pour décrire leur expérience. Si on analysait de manière plus critique les sensations que nous ressentons physiquement et si on prenait la peine d'évaluer la situation avec plus de créativité, on trouverait de nouvelles étiquettes pour exprimer nos expériences et par la même occasion, on changerait notre expérience émotionnelle des événements. Je me rappelle avoir lu il y a plusieurs années un article au sujet d'une étude qui avait été menée dans une prison. On a découvert que les prisonniers ne disposaient souvent que de la violence physique pour exprimer leur douleur, leur vocabulaire restreint limitait leur palette émotionnelle et canalisait le moindre sentiment de malaise en une expression de colère incontrôlée. Quel contraste avec un auteur comme William F. Buckley, dont l'érudition et la maîtrise du langage lui permettent de dépeindre toute la gamme des émotions et de se représenter une variété infinie de sensations. Si nous souhaitons changer notre vie et façonner notre destinée, nous devons apprendre à choisir consciemment les mots que nous utilisons et à nous efforcer d'élargir nos choix. À titre d'exemple, ajoutons que la Bible utilise 7200 mots différents. Les écrits du poète et essayiste anglais John Milton comprennent 17 000 mots. Et on dit que William Shakespeare a employé plus de 24 000 mots dans toute son œuvre, dont 5 000 mots une seule fois. En fait, on lui doit l'emploi d'un grand nombre de mots utilisés couramment dans l'anglais moderne. Les linguistes ont montré hors de tout doute que le langage est le véhicule de la culture. L'anglais, par exemple, est une langue où foisonnent les formes verbales. En effet, la culture anglaise est très active et trouve son expression dans l'action. Les mots que nous utilisons couramment affectent la manière dont nous évaluons la réalité et par conséquent, notre façon de penser. La culture chinoise, au contraire, valorise l'immuabilité. C'est là une caractéristique qui se reflète dans divers dialectes, où les substantifs plutôt que les verbes occupent une place de choix. De l'avis des Chinois, les substantifs représentent des choses durables, tandis que les verbes changent d'un jour à l'autre. Il est donc important que nous nous rendions compte que les mots façonnent nos croyances. Ils ont un impact sur nos actes. Les mots sont le tissu dans lequel sont découpées toutes les questions. Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent, en modifiant un seul mot dans une question, nous pouvons changer instantanément la réponse que nous obtenons sur la qualité de notre vie. Plus je sondais ma compréhension de l'impact des mots, plus j'étais impressionné par leur pouvoir sur les émotions humaines, non seulement les miennes, mais également celles des autres. Qui ne connaît pas le pouvoir des mots, ne peut connaître les hommes. Confucius. Je me suis rendu compte un jour que cette idée est peut-être extrêmement simple, mais elle n'est pas farfelue. J'ai constaté que le vocabulaire transformationnel est une réalité et que, en changeant les mots que nous utilisons, nous pouvons littéralement changer les schémas émotionnels auxquels nous avons recours. De plus, nous pouvons imprimer un moule à nos actions, à nos orientations et finalement, à notre destinée. Un jour, alors que je m'entretenais de ces distinctions avec Bob Bay, un ami de longue date, j'ai vu son visage s'illuminer. « Super! J'ai une autre distinction à te donner » m'a-t-il dit.
Et il a commencé à relater une expérience qu'il avait eue peu de temps auparavant. Il était en tournée et avait, lui aussi, un horaire très chargé qui l'obligeait à s'oublier pour satisfaire les exigences de tout le monde. À son retour, tout ce qu'il désirait était un peu d'espace. Il possède une propriété au bord de la mer, à Malibu, mais c'est une petite maison qui ne convient pas pour recevoir de nombreux invités. En arrivant chez lui, il avait appris que sa femme avait invité son frère à séjourner chez eux et que sa fille, Kelly, qui devait leur rendre visite pendant 2 semaines, avait décidé de prolonger son séjour de 2 mois. Le comble, c'est que quelqu'un avait éteint le magnétoscope programmé pour enregistrer une partie de football qu'il avait envie de voir depuis quelques jours. Comme vous pouvez l'imaginer, il allait exploser. En apprenant qui avait éteint le magnétoscope sa fille, il s'était défoulé en lui lançant toutes les injures qui lui passaient par la tête. Comme c'était la première fois de sa vie qu'il élevait la voix et employait un tel langage avec sa fille, Kelly avait immédiatement fondu en larmes. La femme de Bob, Brandon, qui assistait à la scène, avait éclaté de rire. Cet emportement était tellement contraire au comportement habituel de Bob qu'elle avait conclu que c'était une sorte de rupture de schéma. En fait, il aurait bien souhaité que ce soit une telle chose. Lorsque sa femme s'est rendue compte qu'il était vraiment furieux, elle s'est inquiétée et lui a fait part de certaines remarques. « Bob, ta conduite est vraiment bizarre. Jamais tu n'agis de cette façon. Tu sais, j'ai remarqué autre chose. Tu emploies des mots que je ne t'ai jamais entendu utiliser auparavant. D'habitude, quand tu es stressé, tu dis que tu es surchargé. Mais depuis quelque temps, je t'entends constamment répéter que tu es submergé. Tu ne dis jamais cela. C'est Kelly qui emploie ce mot, et lorsqu'elle le fait, elle ressent le même genre de rage et se comporte sensiblement comme tu viens de le faire. Incroyable, me disais-je en écoutant Bob me raconter son histoire. Est-il possible que, en adoptant le vocabulaire usuel de quelqu'un d'autre, on adopte aussi ses schémas émotionnels? N'est-ce pas encore plus vrai si on adopte non seulement ses mots, mais aussi son ton, son volume et son intensité? Je suis convaincu que l'une des raisons pour lesquelles nous finissons souvent par ressembler aux personnes que nous fréquentons est que, en adoptant certaines de leurs expressions usuelles, nous héritons de leur schéma émotionnel. Les personnes qui me fréquentent se mettent à employer des mots comme passionné, extraordinaire et spectaculaire pour décrire leurs expériences. Pouvez-vous imaginer l'influence de ces mots sur leur état d'esprit? Surtout lorsqu'on compare ces personnes à quelqu'un qui dit simplement « je me sens bien ». Pouvez-vous imaginer comment, en utilisant le mot passion, on peut modifier la définition de son état sur l'échelle d'intensité émotionnelle? Ce mot a le pouvoir de transformer mes sentiments, et comme je l'utilise régulièrement, je vis plus intensément sur le plan émotionnel. Le vocabulaire transformationnel nous permet d'intensifier ou d'atténuer n'importe quel état émotionnel, qu'il soit positif ou négatif. Il nous donne le pouvoir d'atténuer l'intensité de nos sentiments les plus négatifs au point où ils n'ont plus d'effet sur nous, et d'intensifier nos expériences les plus positives pour les rendre plus agréables et plus dynamisantes. Plus tard au cours de la journée, pendant que nous déjeunions, Bob et moi, nous nous sommes laissés absorber par une série de projets sur lesquels nous travaillions ensemble. À un moment, Bob s'est tourné vers moi et m'a dit « Tony, je n'arrive pas à croire qu'il existe des gens qui souffrent d'ennui. » J'ai acquiescé. Je comprends ce que tu veux dire. Cela semble bizarre, n'est-ce pas? Oui, ennui est un mot qui ne figure même pas dans mon vocabulaire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ennui est un mot qui ne figure pas dans ton vocabulaire. Te souviens-tu de notre conversation de tout à l'heure? Le mot ne figure pas dans ton vocabulaire et tu ne ressens pas cette émotion. Est-il possible que nous nous privions de l'expérience de certaines émotions parce que nous n'avons pas de mots pour les représenter? Les mots que vous utilisez systématiquement façonnent votre destinée. J'ai dit plus tôt que notre façon de nous représenter les choses détermine notre attitude dans la vie. Cela signifie que si nous ne savons pas nous représenter une chose, nous ne pouvons pas en faire l'expérience. Bien qu'il soit possible d'imaginer une chose, de nous la représenter par un son ou encore par une sensation sans pour autant avoir de mots pour l'exprimer, notre capacité d'articuler notre pensée lui confère une dimension et une substance supplémentaires, c'est-à-dire une réalité. Les mots sont des outils de base qui nous permettent de nous représenter les choses. Souvent, lorsque les mots nous manquent, nous n'avons aucun moyen de penser à une expérience. Certaines langues amérindiennes, par exemple,
n'ont pas de mots pour mensonge, ce concept ne fait tout simplement pas partie de leur langue, de leur pensée ou de leur comportement. Sans mots pour exprimer un concept, celui-ci ne semble pas pouvoir exister. En fait, on dit que les Tazadais des Philippines n'ont pas de mots pour aversion, haine ou guerre. N'est-ce pas génial? Pour revenir à ma question initiale, si Bob ne ressent jamais d'ennui, et qui plus est, si ce mot ne figure pas dans son vocabulaire, je ne peux m'empêcher de me demander. Y a-t-il un mot que je n'utilise jamais pour décrire mes états d'âme? J'ai découvert que c'était dépression. Je peux me sentir frustré, en colère, curieux, irritable ou surchargé, mais je ne me sens jamais déprimé. Pourquoi? Ai-je toujours été comme cela? Non. Il y a 8 ans, j'ai vécu une époque où je me sentais constamment déprimé. Cet état dépressif drainait toute ma volonté de changer ma vie. À cette époque, mes problèmes me paraissaient insurmontables, omniprésents et limités à moi seul. Heureusement que je me suis senti si malheureux que j'ai voulu sortir de cette ornière. En cours de route, j'ai associé les termes dépression et paroxysme de la douleur. J'ai commencé à croire que la dépression était l'état le plus proche de la mort. Mon cerveau s'est mis à associer une telle douleur à l'idée même de la dépression que, sans en être vraiment conscient, j'ai automatiquement banni ce mot de mon vocabulaire, si bien que je ne peux plus me représenter la dépression ou même la ressentir. En une seule fois, j'ai éliminé de mon vocabulaire un mot qui m'enlevait du pouvoir. J'ai fait disparaître un sentiment qui peut tout anéantir, même les sentiments les plus forts. Si vous employez une séquence de mots qui vous affaiblit, faites table rase de ces mots et remplacez-les par des mots plus dynamisants. Vous vous dites sans doute, ce n'est que de la sémantique. Que peut-on changer en jouant avec des mots? La réponse est fort simple. Si vous ne changez que les mots, alors l'expérience reste la même. Mais si l'utilisation d'un mot vous permet de briser vos schémas émotionnels habituels, alors tout change. L'utilisation efficace du vocabulaire transformationnel, le vocabulaire qui transforme notre expérience émotionnelle, détruit des schémas qui nous privent de pouvoir, nous fait sourire, fait naître en nous des sentiments totalement différents, change nos états d'âme et nous permet de nous poser des questions plus intelligentes. Ma femme et moi, par exemple, sommes 2 personnes passionnées qui ressentent profondément les choses. Au début de notre relation, il nous arrivait souvent d'avoir ce que nous appelions de vives querelles. Mais après avoir découvert le pouvoir qu'ont les étiquettes de modifier notre expérience, nous avons décidé d'appeler ces conversations des débats animés. Notre perception des choses en a été totalement changée. Un débat animé obéit à des règles différentes de celles d'une querelle et n'a pas la même intensité émotionnelle. En 7 ans de mariage, nous n'avons jamais atteint l'intensité émotionnelle que nous avions associée auparavant à nos querelles. Je me suis rendu compte également que je pouvais atténuer davantage l'intensité émotionnelle que je ressentais en utilisant des modificatifs. Je dis, par exemple, je suis un peu ennuyé ou je ne me sens pas tout à fait dans mon assiette. Lorsque ma femme se sent un peu frustrée, elle dit, je commence à être un brin grincheux. Nous en rions, car cela brise notre schéma. Maintenant, nous faisons une blague au sujet de nos sentiments négatifs avant qu'ils ne prennent des proportions dévastatrices. Nous tuons le monstre dans l'œuf. Lorsque j'ai fait part de cette technique de vocabulaire transformationnel à mon ami Ken Blanchard, il m'a présenté le cas de plusieurs mots qu'il employait pour changer ses états d'esprit. Il m'a raconté que lors d'un safari en Afrique, le camion dans lequel il roulait était tombé en panne. Il s'était tourné vers sa femme, Marge, et lui avait dit « Voilà qui est plutôt inopportun ». Ce mot avait si bien réussi à changer leur état d'esprit qu'ils l'utilisent maintenant couramment. Au golf, si une balle dévie de sa trajectoire, il dit « Ce coup me comble ». Ce sont de petits changements comme ceux-ci qui orientent nos émotions et par conséquent, la qualité de notre vie. Vous pouvez utiliser le vocabulaire transformationnel pour aider les autres. Lorsque vous comprenez le pouvoir des mots, vous êtes très sensible non seulement aux mots que vous utilisez, mais aussi à ce qu'emploie votre entourage. Grâce à une meilleure compréhension du vocabulaire transformationnel, je me suis rendu compte que je pouvais aider les gens de mon entourage. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai utilisé consciemment cette technique. J'ai aidé un de mes amis, un homme d'affaires qui a très bien réussi, mais qui traversait à ce moment-là une période difficile. Je ne l'avais jamais vu aussi déprimé. Alors qu'il me parlait,
J'ai remarqué qu'il avait décrit au moins 12 fois en 20 minutes l'état de dépression dans lequel il était et à quel point sa situation était déprimante. J'ai décidé de voir en combien de temps le vocabulaire transformationnel pourrait l'aider à modifier son état d'esprit. Je lui ai donc demandé: « Es-tu vraiment déprimé ou te sens-tu simplement un peu frustré ?»« Je me sens très frustré, » a-t-il répondu. « Il me semble pourtant que tu es en train de faire des changements très positifs qui t'aideront à t'en sortir. » Comme il acquiesçait, je lui ai décrit l'impact que ces mots pouvaient avoir sur son état d'esprit et je lui ai demandé: « Tu veux me faire une faveur? Pendant les 10 prochains jours, promets-moi de ne pas utiliser le mot déprimé une seule fois. S'il te vient à l'esprit, remplace-le immédiatement par un mot dynamisant. Au lieu de déprimer, tu dis: je suis un peu abattu, je me sens un peu mieux ou je suis en train de renverser la situation. » Il m'a promis de tenter l'expérience. Vous devinez sans doute ce qui s'est passé. En modifiant un seul mot de son vocabulaire, il a modifié entièrement son schéma émotionnel. Comme il ne se mettait plus dans un état qui le faisait souffrir terriblement, il pouvait donner toute la mesure de ses ressources. 2 ans plus tard, lorsque je lui ai dit que je relatais son expérience dans le livre que j'écrivais, il m'a confié qu'il ne s'était pas senti déprimé une seule fois depuis ce jour-là, car il n'employait jamais ce mot pour décrire son expérience. La beauté du vocabulaire transformationnel réside dans sa simplicité. C'est un savoir très profond, mais aussi une chose tellement simple et universellement applicable que, dès la première fois que vous l'utilisez, vous pouvez immédiatement améliorer la qualité de votre vie. Voici un bel exemple de la transformation que vous pouvez réaliser en changeant un seul mot. Les dirigeants de la société PIE, une importante entreprise de transport routier des États-Unis, avaient découvert que de nombreuses erreurs se glissaient dans l'exécution de 60% des contrats, ce qui coûtait à la société plus de 250 000 $ par année. La société a demandé à un spécialiste, W. Edwards Demain, d'en déterminer la cause. Après avoir fait une étude approfondie, celui-ci a découvert que 56% de ces erreurs étaient causées par des employés qui n'identifiaient pas correctement les conteneurs de la société. À la suite des recommandations de M. Demain, les dirigeants de PIE ont cherché à inculquer à leurs employés la volonté d'exceller en modifiant la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'au lieu de travailleurs ou de routiers, la société s'est mise à parler d'artisans. Au début, les gens étaient perplexes. Quelle différence pouvait-il y avoir à modifier le titre d'un poste? Cela ne changeait rien? En peu de temps cependant, par le seul fait d'utiliser régulièrement ce mot, les travailleurs eux-mêmes ont commencé à se considérer comme des artisans. En moins de 30 jours, la société avait réussi à réduire le taux d'erreur de 60% à 10%, ce qui lui a permis d'économiser près de 250 000 $ par année. Ce récit illustre une vérité fondamentale. Les mots que nous employons en affaires ou dans notre vie personnelle ont une influence profonde sur notre expérience de la réalité. J'ai inventé le concept d'amélioration perpétuelle de soi, que j'appelle Kani, au lieu d'emprunter le mot japonais 15 ans, en raison du vif désir que j'ai à intégrer en un seul mot toute la philosophie et les schémas de pensée du développement perpétuel. Une fois que vous vous mettez à employer régulièrement un mot, celui-ci affecte non seulement ce qui vous intéresse, mais aussi votre façon de penser. Tous les mots que nous utilisons sont lourds de sens et d'émotion. Les gens inventent toujours de nouveaux mots. L'une des merveilles de la langue anglaise est sa capacité d'intégrer les néologismes et les nouveaux concepts. En consultant un dictionnaire, vous découvrirez des mots tirés de nombreuses langues étrangères et de toutes sortes de domaines spécialisés. Ainsi, les adeptes du surf ont inventé des mots pour décrire les expériences ahurissantes qu'ils vivent tous les jours en se lançant dans les vagues. Leur jargon s'est si bien répandu qu'il fait maintenant autant partie du langage courant des Californiens que de leur façon de penser. Cela montre encore une fois combien il est important que nous soyons conscients des mots que nous empruntons aux autres et des mots que nous choisissons. Si vous utilisez des phrases comme « je suis suicidaire », vous intensifiez la douleur émotionnelle que vous ressentez au point de compromettre la qualité de votre vie. Si vous dites à votre partenaire « je te quitte », vous créez une situation qui pourrait mettre fin à votre relation. De plus, si vous dites « je suis incroyablement frustré » ou « je suis en colère », vous avez de meilleures chances d'arriver à une solution. Il existe certains mots pour décrire le travail et les particularités qui se rattachent à la plupart des professions. Ainsi, de nombreux artistes ont le trac avant de monter sur scène.
La respiration haletante et le pouls rapide, ils se mettent à transpirer. Certains considèrent que c'est une disposition normale avant un spectacle, tandis que d'autres y voient un signe d'échec. Ce trac a empêché Carly Simon de se produire en public pendant de nombreuses années. Bruce Springsteen ressent le même trac, mais pour lui, il est synonyme de stimulation. Il sait qu'il s'apprête à faire vibrer des milliers de personnes et il lui tarde d'entrer en scène. Pour Bruce Springsteen, le trac est un allié. Pour Carly Simon, c'est un ennemi. Adoucissez votre réaction à la souffrance d'autrui. On peut difficilement surestimer l'impact qu'a le vocabulaire transformationnel sur nous et sur les autres. N'oubliez pas d'utiliser ce que j'appelle des adoucisseurs ou des intensificateurs. Ils rendent vos communications avec les autres plus précises, que ce soit pour une relation amoureuse, une négociation d'affaires ou pour toute autre situation. Il y a de nombreuses années, dès que je pensais que quelque chose ne tournait pas rond dans mes affaires, je convoquais l'employé en cause et je lui disais « Je ne suis vraiment pas content ou je suis très inquiet à ce sujet. » Savez-vous ce qui se produisait? Mon langage mettait automatiquement cette personne sur la défensive, même si ce n'était pas mon intention. Et cela nous empêchait de trouver une solution au problème que nous avions à résoudre. J'ai donc appris à dire, même si mes émotions sont plus bouillantes, il y a quelque chose qui me préoccupe un peu. Pouvez-vous m'aider à y voir clair? En tempérant ainsi mon langage, je diminue l'intensité de mes émotions, ce qui est positif, tant pour moi que pour l'autre. Pourquoi? Parce que le mot préoccupé est un mot différent de inquiet. Lorsque vous dites que vous êtes inquiet, vous pouvez donner à la personne à qui vous parlez l'impression que vous n'avez pas confiance en ses capacités. Ensuite, ajoutez un peu adoucit considérablement le message. Ainsi, en diminuant l'intensité émotionnelle que je ressens, je donne à l'autre personne la possibilité de réagir sans se sentir menacée, ce qui crée une meilleure communication entre nous. Voyez-vous comment ce truc peut aussi améliorer vos communications avec votre famille? De quelle façon communiquez-vous avec vos enfants? Il arrive souvent que nous ne mesurons pas l'effet que nos mots peuvent avoir sur eux. Les enfants, comme les adultes, sont portés à se sentir visés par des remarques désobligeantes. C'est pourquoi nous devons être sensibles aux conséquences possibles de nos observations irréfléchies. Au lieu de laisser échapper impatiemment « que tu es bête » ou « quel maladroit », des remarques qui peuvent miner sérieusement l'estime de soi d'un enfant, brisez votre propre schéma et dites « ta conduite commence à m'irriter un peu, nous devrions en discuter ». Non seulement brisez-vous votre schéma, ce qui vous permet de communiquer vos sentiments et vos désirs plus intelligemment, mais vous faites aussi savoir à l'enfant que ce n'est pas lui que vous remettez en question, mais plutôt son comportement, c'est-à-dire quelque chose qu'il peut changer. Cette attitude vous aide à élaborer ce que j'appelle le reality bridge, pont de la réalité, c'est-à-dire le fondement d'une communication plus positive et plus forte entre deux personnes, et à avoir avec vos enfants des rapports dont l'impact est plus positif et plus efficace. Dans ce genre de situation, il est important que vous sachiez briser votre raisonnement habituel. Sinon, vous vous mettez dans une position de faiblesse et risquez de dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Nombre de rapports humains sont détruits de cette façon. Lorsque nous sommes en colère, il nous arrive de dire à une personne chère des choses qui la blessent et qui l'incitent à se venger ou à se fermer à jamais. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à évaluer le pouvoir créateur ou destructeur des mots que nous employons. Le peuple allemand n'est pas une nation guerrière. C'est un peuple militaire, ce qui signifie qu'il ne désire pas la guerre, mais qu'il ne la craint pas non plus. C'est un peuple qui aime la paix, mais aussi l'honneur et la liberté. Adolf Hitler. Les démagogues ont toujours utilisé les mots pour assassiner et subjuguer. C'est ce qu'a fait Hitler lorsqu'il a détourné les frustrations d'une nation pour les transformer en une haine féroce envers un petit groupe de personnes et que, dans son désir d'étendre son territoire, il a persuadé le peuple allemand de prendre les armes. Saddam Hussein a nommé l'invasion du Koweït et les hostilités qui ont suivi une djihad ou guerre sainte, ce qui a grandement changé la perception des Irakiens quant à la légitimité de leur cause. Dans une moindre mesure, on trouve dans l'histoire récente de nombreux exemples de l'utilisation prudente des mots pour redéfinir une expérience. Pendant la récente guerre du Golfe, le jargon militaire incroyablement complexe avait pour but d'adoucir l'impact des destructions en cours. Sous la présidence de Reagan, le missile MX a été rebaptisé « Peacekeeper », gardien de la paix.
Sous la présidence de Eisenhower, on a toujours parlé de la guerre de Corée en termes d'action policière. Nous devons utiliser les mots avec plus de précision, car ils revêtent une signification non seulement pour nous mais aussi pour les autres. Si vos communications avec les autres ne donnent pas les résultats que vous escomptez, examinez plus attentivement les mots que vous employez et sachez mieux les choisir. Je ne vous suggère pas de devenir sensible au point de ne plus pouvoir utiliser certains mots, mais il est essentiel que vous sachiez choisir des mots dynamisants. De plus, est-il toujours dans notre intérêt de diminuer l'intensité de nos émotions négatives? La réponse est non. Il arrive parfois que nous ayons besoin de nous mettre en colère et de libérer suffisamment de force pour pouvoir changer. Comme nous le verrons au chapitre 11, toutes les émotions humaines sont nécessaires. Cependant, nous devons nous assurer que nous ne donnons pas, en premier lieu, libre cours à nos états les plus négatifs. Comprenez-moi bien. Je ne vous demande pas de bannir de votre vie toute sensation ou émotion négative. Dans certaines circonstances, elles peuvent être très utiles. Nous y reviendrons au prochain chapitre. Sachez que le but est de ressentir plus de plaisir et de moins souffrir. La maîtrise du vocabulaire transformationnel est l'une des étapes les plus simples et les plus efficaces pour atteindre ce but. Méfiez-vous des étiquettes qui appauvrissent votre expérience. Comme je l'ai mentionné au premier chapitre, j'ai déjà travaillé avec un petit garçon qui semblait présenter des problèmes d'apprentissage. Aujourd'hui, on le considère comme un génie. Vous pouvez imaginer à quel point ce changement d'étiquette a modifié sa perception de lui-même et sa confiance en ses propres aptitudes. Quels sont les mots par lesquels vous voulez être connu? À quels mots ou à quelle phrase caractéristique souhaitez-vous que les autres vous associent? Il faut être très prudent avant d'accepter les étiquettes des autres, car une fois que nous apposons une étiquette à quelque chose, nous créons une émotion qui lui correspond. Cela est surtout vrai dans le cas des maladies. Toutes mes connaissances en psychoneuroimmunologie renforcent l'idée que les mots que nous employons produisent des effets biochimiques puissants. Au cours d'une entrevue, Norman Cousin m'a parlé du travail qu'il a accompli au cours des 12 dernières années auprès de plus de 2000 patients. À plusieurs reprises, il a remarqué que dès qu'une maladie était diagnostiquée, c'est-à-dire que dès que l'on mettait une étiquette à des symptômes, l'état du patient se détériorait. Des étiquettes comme cancer, sclérose en plaques ou maladie cardiaque produisent souvent un état de panique chez les patients, ce qui les rend vulnérables et déprimés au point d'amoindrir l'efficacité de leur système immunitaire. D'autres études, au contraire, ont montré que si les patients pouvaient se libérer de l'état dépressif causé par certaines étiquettes, leur système immunitaire s'en trouvait immédiatement renforcé. Les mots peuvent provoquer une maladie. Les mots peuvent même tuer, m'a dit Cousin. C'est pourquoi les médecins avertis usent de beaucoup de délicatesse dans leur rapport avec leurs patients. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre société de gestion appliquée, Fortunate Management, fait affaire avec des médecins. Il s'agit non seulement d'aider les médecins à monter leur cabinet de consultation, mais aussi de leur apprendre à être plus sensibles pour contribuer davantage au bien-être de leurs patients. Si vous exercez une profession où vous devez travailler avec d'autres, il est essentiel que vous compreniez le pouvoir qu'ont les mots sur ceux qui vous entourent. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous suggère de faire vous-même l'essai du vocabulaire transformationnel et d'en noter les effets. Au cours de mes séminaires, les gens me disent souvent « Ce que m'a fait telle ou telle personne me met vraiment en colère ». Je leur demande alors « Êtes-vous en colère ou blessé ?» Le seul fait de leur poser cette question les amène à réévaluer la situation. Lorsqu'ils choisissent un nouveau mot et disent « J'imagine que je suis blessé », on peut instantanément sentir une baisse d'intensité dans leur état physiologique. Ils ont moins de difficultés à composer avec cette blessure qu'avec la colère. Vous pouvez vous aussi essayer d'atténuer l'intensité émotionnelle que vous ressentez dans certains cas auxquels vous n'aviez jamais pensé. Au lieu de déclarer « Je meurs de faim », pourquoi ne dites-vous pas « J'ai un peu faim » Vous découvrirez que vous pouvez ainsi faire baisser l'intensité de votre appétit en quelques minutes. Il arrive parfois que les gens mangent trop, uniquement parce qu'ils ont l'habitude de se mettre dans un état d'agitation émotionnelle extrême. Cela est en partie attribuable au langage qu'ils utilisent régulièrement. Lors d'un récent séminaire That with Destiny, nous avons été témoins d'un bel exemple du pouvoir des mots pour changer l'état d'esprit d'une personne. L'une des participantes était radieuse en revenant de dîner. Elle nous a affirmé que, juste avant de sortir pour aller manger, elle avait senti une grande envie de pleurer, et avait quitté la salle en larmes.
J'étais complètement embrouillé. J'avais l'impression que j'allais éclater. Je me croyais au bord de la dépression nerveuse. Je me suis dit, non, non, non. Tu fais une euphorie nerveuse. Cela m'a fait rire, puis j'ai pensé. Non, c'est une percée nerveuse. Elle n'avait changé qu'un seul mot, mais en prenant en main le processus d'étiquetage, elle avait réussi à modifier son état d'esprit et sa perception d'elle-même et à transformer ainsi la réalité. Voici votre chance. Soyez maître de la situation. Prenez note des mots que vous employez régulièrement et remplacez-les par des mots dynamisants, ce qui accroît ou atténue l'intensité émotionnelle que vous vivez. Commencez dès aujourd'hui. Mettez le processus en marche. Écrivez vos mots, engagez-vous à les employer et respectez l'engagement que vous avez pris. Soyez conscient de tout ce que vous pouvez accomplir grâce à cet outil tout simple, sans avoir recours à aucun autre artifice. Ensuite, nous examinerons une autre façon tout aussi simple et très amusante qui vous donnera le pouvoir de maîtriser toutes vos émotions sans exception. Fin du chapitre 9. Retrouvez-moi dans les prochaines vidéos pour les chapitres suivants afin de continuer la lecture de notre livre. Les liens en commentaire et en description.